Ce dont je vous parle, c'est écrit il y a de ça 2000 ans. L'Agada qui dit, c'est pas qu'en Égypte que vous avez été esclave, de génération en génération. Mais attends, l'Agada est écrite c'est un midrash, c'est de 2000 ans. L'Agada ne connaît pas le pogrom, l'Agada ne connaît pas l'Inquisition, l'Agada ne connaît pas comment les midrash racontent ces histoires-là. Il n'y avait que l'Égypte. Il dit, c'est pas que ça, vous avez ça, on ne l'a pas encore. Il faut réfléchir au niveau de la datation de ces choses-là. C'est comme l'histoire des pays du Nord, le retour des pays du Nord, etc. Il faut réfléchir au niveau de l'histoire que nous vivons et les réflexions qu'il y a parmi nos sages au niveau de l'histoire. C'est comme s'il y a des éléments dans l'histoire biblique qui sont en rapport avec l'histoire universelle. Le premier commentaire de Rashi, qui est un des grands commentateurs, je le dis souvent parce que c'est aussi en rapport avec ce que je viens de dire, Rashi de Troyes, 12e siècle. Il est bien à Troyes, hein. Il est très bien reconnu, il est reconnu par tout le monde. Je ne vais pas dire que c'est un roi, mais c'est un grand sage qui est reconnu. Il n'est pas dans le problème, il est un bon français. D'ailleurs, on appelle de temps en temps les Tosafot, on appelle les français. Donc dans le Talmud, vous avez les Tosafot. Les Tosafot, c'était tout d'un groupe de rabbins français. C'est des Français qui vivaient bien, quoi. Et de quoi ils parlent? La Torah commence par Bereshit, le commencement. Pourquoi la Torah commence par le commencement? Il se pose la question pourquoi. Et il répond quoi? Parce que viendra un jour où les nations viendront vous dire vous avez volé ce pays. 12e siècle. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des choses qui sont écrites dans ces livres qui sont très anciens, qu'on appelle les midrash, et qui sont des filigrammes, des fils comme ça, mais c'est pas complètement concret. C'est sous forme de symboles. Il faut attendre l'histoire pour voir comment ça se dessine après. Pas complètement concret. Donc, raconter l'histoire à Pessah, c'est ça l'histoire. C'est donner du sens à notre vie. Et en même temps, être un exemple, témoin pour l'humanité, qu'il y a une possibilité de sortir de l'esclavage, de sortir de l'oppression, de sortir du totalitarisme. Et le vrai problème avec Israël, c'est la confrontation entre ce peuple qu'on appelle un peuple de liberté, la liberté et le totalitarisme. Parce que l'Égypte, c'est la première représentativité du totalitarisme, le fondamentalisme. Que ce soit religieux ou politique, c'est toujours un fondamentalisme. Que l'universel peut facilement devenir un fondamentalisme. Si par exemple je pense au niveau spirituel, qu'il n'y a qu'une seule voie pour l'ensemble de l'humanité, que tout le monde doit être pareil comme des clones, ça s'appelle du fondamentalisme religieux. C'est pas comme ça que voit l'universel. Quand on parle des 70 façons d'être homme, il y a 70 façons d'être homme, donc il y a 70 expressions spirituelles de l'humanité. C'est totalement différent du fondamentalisme, où il n'y a qu'une seule voie. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. C'est ça. Donc, vous voyez de quoi je parle. Donc, et c'était ça l'Égypte. C'était une représentativité de ce qui s'est passé avec déjà Babel. Babel, où on a construit une tour qui ressemblait au premier, justement, on dirait le premier impérialisme de l'humanité. Ça s'est inscrit mais c'est inscrit dans les passages qu'on lit très très rapidement. Babel, il y a quelques lignes. C'est étonnant ce que je veux dire, mais c'est ça aussi. C'est ça aussi. En attendant la rédemption totale, etc., mais il y a un microcosme qui se joue là-bas. On mange toutes les cuisines du monde. Vous avez toutes les cuisines du monde. Puis quand on vient du monde entier, donc on revient avec toutes les saveurs. Shivim Panim, 70 facettes de la Torah, comme les 70 peuples qui ont été 70 enfants de Jacob. Israël vend en Égypte. Pourquoi 70? Parce que les 70 représentent l'humanité, les 70 façons d'être homme. Les 70 façons d'être humain sont représentées par... C'est pour ça qu'il y a la diaspora.
La diaspora, c'est quelque part, c'est pour l'Égypte, c'est ça. Pourquoi on part en Égypte? Pourquoi? C'est écrit. On dit à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il est élu, et il dit, bon, mon élu, bah, tu vas être très content, bah, de toi va sortir un grand peuple, et ce peuple va être esclave pendant 400 ans en Égypte. Ah oui, merci mon Dieu. Sympa, quoi. Mais ça veut dire quoi? Tu vas aller là-bas en Égypte, et tu vas me ramener toutes les étincelles perdues. C'est ça l'idée. Toutes les étincelles, les âmes universelles qui sont là-bas, parce que ça se passait en Égypte. Parce que tu dois me les ramener. Et finalement, on n'a pas réussi, vraiment, parce qu'on a fait le veau d'or. Et qu'est-ce qui se passe? On recommence l'histoire, et on a mis le peuple d'Israël dans le monde entier. Et chacun revient avec sa culture, chacun revient avec sa langue. Nous, on parle en français. Là-bas, ils parlent en anglais, là-bas, ils parlent en russe, là-bas, ils parlent en hindou. Aujourd'hui, vous avez des tribus qui reviennent, des tribus perdues. Vous avez la tribu Naché, c'est des Indiens d'Inde. Ils viennent avec leurs points ici. Ça veut dire qu'on a bien un microcosme. On a des Chinois, on a des Noirs. Donc c'est pas un peuple, c'est pas une race. Donc on voit bien qu'il y a une recentralisation universelle. Les Éthiopiens, il faut les voir comme ils sont. Vous voyez le Marocain, vous voyez le Russe, c'est deux mondes. D'ailleurs, c'est la guerre. Mais si on arrive à faire la paix entre les Juifs qui sont en Israël, ben c'est la paix dans le monde, parce qu'on est capable de montrer au monde qu'on est capable de vivre ensemble. Vous voyez, tout ça, c'est le même jeu. Hein. C'est le même jeu. On est en train de faire la diaspora, alors. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait la diaspora. On fait un retour. Moi, quand j'étais à l'Ulpan, j'apprenais l'hébreu, je retrouvais la langue une, mais comme j'entendais les Anglais, les Américains, il y avait une arabe, on était 25, et il y avait 15 nations qui étaient représentées dans notre classe. Et j'arrive pas à comprendre leur hébreu, parce qu'ils avaient un langage spécial. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça me fait penser à Babel. Chacun vient avec sa façon de parler la langue une. C'est comme si on fait un tikkun, une forme de réparation, la dispersion des langues qu'il y a eu à Babel, on retrouve dans les Ulpanim tous les gens qui viennent. Et moi, j'arrive pas à comprendre un Américain qui me parle. J'arrive pas en hébreu. Je dis,